Avons-nous une opportunité d'investissement sur Veolia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les stats financiers de la compagnie. Donc, on va assez rapidement, ici on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Stabilité ou croissance des revenus. On a une croissance des revenus actuelle. Toujours une fois, quand on remarque ici qu'une entreprise a une croissance exponentielle sur les dernières années, il faut toujours qu'on aille vérifier si c'est temporaire ou durable. Et quelle est la raison derrière? Il n'y a pas d'acquisition ici en tout cas. Pour le moment, ce site ne me manque aucune acquisition. Mais je constate qu'en moyenne, on avait une croissance aux alentours ici, voilà, de 4-5%. Et on se retrouve à faire du 29%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel ici. Donc, comme je l'ai mentionné au début, est-ce que c'est durable? OK? Pourquoi est-ce que je pose cette question-là? C'est parce que si je dois évaluer cette compagnie, qu'elle a des revenus exceptionnels aujourd'hui, des bénéfices nets exceptionnels, j'aurais tendance ici à faire une erreur par rapport, j'aurais tendance ici à prendre le mauvais chiffre sur les bénéfices nets. OK? Donc peut-être que ce serait intelligent de normaliser les résultats au niveau des 10 dernières années. Donc si on prend les marges brutes, c'est bien d'avoir des revenus croissants. Parce que les marges brutes sont croissantes, elles sont plutôt stables. OK? Plutôt. Ensuite, on va regarder ici les EBITDA ici. C'est également plutôt stable. On aime bien ça. Ensuite, on va checker, en fait, l'EBITDA, comme je dis toujours ici, c'est le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement. OK? Donc, il y a énormément de choses qu'on doit enlever au-dessus. Et généralement, ici, amortissement, ici, dépréciation, amortissement, ici, c'est généralement une charge, c'est généralement la dépense en capital. Intérêt et taxes. Intérêt, c'est sur la dette. Les taxes, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas échapper aux taxes si vous avez des bénéfices opérationnels. Donc, EBITDA n'est pas synonyme ici de rentabilité. OK? Ensuite, on regarde les net income, bénéfices nets ici, ou résultats nets, avec les free cash flow. Parce qu'en tant qu'actionnaire, ici, si vous avez un résultat net positif, il faut au moins avoir des free cash flow positifs au même niveau. Et est-ce que c'est le cas? Quand on compare ici, on voit que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Donc, ce serait intéressant ici de prendre les free cash flow comme représentant la rentabilité de ce business-ci. Et si vous prenez le ratio de free cash flow par rapport au revenu, vous allez vous rendre compte que les marges diminuent. D'accord? Donc, le revenu actuel est peut-être exceptionnel. D'accord? C'est une entreprise qui gagne de l'argent du point de vue revenu, mais du point de vue dépenses, charges, etc., c'est à peu près à un niveau assez équivalent de telle sorte que le revenu supplémentaire ici ne sous-entend, ça ne veut pas forcément dire ici bénéfice net supplémentaire. OK? Donc, ça veut également dire que c'est une entreprise qui a peut-être tendance ici à passer l'augmentation ici des charges actuelles au client final, histoire de garder ses marges. Oui. Parce que le revenu a augmenté de presque 20 milliards en question ici. Hein. C'est plus de 50%. Vous n'avez pas vu 50% ici d'augmentation au niveau des marges, des bénéfices nets, ou etc. Ça reste à peu près la même chose. OK? Donc, je vais normaliser les free cash flow. Et je peux déjà voir que c'est un business qu'on ne va pas payer à plus de 15-17 fois les bénéfices. OK? On va aller voir à peu près combien est-ce que le marché paye ici. 1,120 milliard sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous sommes à peu près à 1,4 milliard. Parfois, on me pose la question de savoir, je prends quoi? Les 5 dernières, les 10 dernières? D'habitude, prenez les 10 dernières années. Mais renseignez-vous toujours à savoir si sur les 5 dernières années, l'entreprise a changé. Si on a passé un nouveau cap. Si on a fait peut-être des économies, si on a peut-être une stratégie ici qui veut qu'on ait des marges à un certain niveau, etc., etc. Il y a beaucoup de questions à poser en supplément. Parce que quand je prends les 10 dernières années ici, je peux clairement voir qu'au niveau des 5 dernières années, on a quelque chose ici de plutôt stable. OK? Stable et soutenable dans le temps. OK? Donc, si je prends les 10 dernières années, on a 1,2 milliard. Sur les 5 dernières années, on a 1,390 milliard. Donc, peut-être que le 1,390 milliard, ça sera mon hypothèse optimiste. Donc, si on prend également ici le price to free cash flow, parfois on me dit ici, oui, mais price to free cash flow, price to earning, pourquoi tu changes? Réfléchissez en termes de rendement, c'est la même chose. OK? Ce type d'entreprise à capital intensif, c'est un business mature qui n'a pas une croissance exceptionnelle, parce que croissance des revenus n'est pas synonyme de croissance des bénéfices nets, comme vous allez le voir ici. Si vous comparez la croissance des bénéfices des free cash flow ici, vous allez voir qu'elle est plutôt aux alentours de 5% par là, alors qu'on a une croissance des bénéfices des revenus ici aux alentours d'une dizaine de pourcents. Donc, si on regarde le price sur free cash flow sur les 10 dernières années, disons même les 20 dernières années, et qu'on prend la médiane, et je rappelle toujours ici qu'à 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette, le marché paye 10 fois les bénéfices.
Rappelez-vous qu'on avait à peu près 1 milliard, soyons optimistes un tout petit peu. On avait à peu près sur les 5 dernières années 1 milliard 390, 1,39 fois 10 fois les bénéfices. On arrive à peu près à 13 milliards 900. Divisé par le nombre d'actions, on vérifie, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt aux alentours de 721 millions. Donc, divisé par 0,721. Ça donne à peu près 20 € l'action. Ça, c'est le premier niveau. D'accord? Comme je l'ai mentionné ici, le marché paye entre 10 et 15 fois les bénéfices. Si vous prenez 15 fois les bénéfices, maintenant, n'oubliez pas de prendre en considération la dette. Et quand on parle de dette nette ici, est-ce que nous avons un niveau de dette nette sur EBITDA inférieur à 5? Il est plutôt aux alentours de 3,4. C'est parfait. La dette nette, du point de vue volume, est-ce qu'elle augmente ou diminue? Elle est plutôt aux alentours de 18 milliards 772. Si je prends le 1 milliard 390 en question, disons même 1 milliard 400, à 15 fois les bénéfices, ça fait 21 milliards. Si j'enlève la dette nette, ça va nous donner un chiffre trop bas, plus bas que 10 fois les bénéfices. Donc, je dirais ici que pour ce business, je ne paierai pas plus que 10 fois les bénéfices, donc plus que 21 $. N'oubliez pas également ici que la dette nette peut également être ajustée au cas où on a des loyers inclus ou des choses comme ça. Mais il faut toujours aller regarder ce qui est inclus dans cette dette nette-là. On peut utiliser Veolia. Veolia ici. On va regarder au niveau du balance sheet. Jusqu'à a publié les résultats annuels. Dette nette ici aux alentours de 22 milliards, donc ça dépasse largement ici. Comme c'est une compagnie européenne, il faut toujours reconstruire la dette nette ici, histoire de vérifier si on ne prend pas en considération les loyers. Donc, ici, dette nette, qu'est-ce qu'on avait ici? On peut également regarder les actifs tangibles nets par action, leur évolution, d'accord? Privilégier les compagnies qui ont tendance à avoir des actifs tangibles nets par action qui augmentent année après année. Ici, c'est négatif, donc on ne va pas aller regarder ça ici. Mais ça ne veut pas dire que le bilan financier ici n'est pas constitué d'actifs de valeur. Donc, on peut avoir ici des bâtiments ou bien des terrains qui ont été achetés il y a plus d'une trentaine, une quarantaine d'années, qui ont une valeur moins élevée dans le book value ici, alors que théoriquement, ça vaut peut-être 10, 30, 40 fois plus que ça. Donc, peut-être que ce serait intéressant. Elle peut également avoir des participations dans d'autres business ici. Donc, il peut avoir des actifs cachés. OK? Mais aujourd'hui, sur Veolia, je dirais, si on prend du point de vue dividende, ce n'est pas une entreprise qui devrait me reverser plus que, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, plus que 6% de ce qu'elle gagne. Or, aujourd'hui, on reverse 3,83. Donc, le dividende, il est safe. Donc, du point de vue évaluation, c'est une entreprise qui est intéressante du point de vue uniquement pour le dividende. Je dis bien uniquement. Donc, j'aimerais l'acheter aux alentours ici d'une vingtaine d'euros, idéalement. Donc, en date d'aujourd'hui, à 29 €, ça ne veut pas dire que ça me dérange, mais voilà, on va se dire ici que c'est uniquement une entité ici bonne pour le rendement, le dividende actuel, qui est plutôt safe. D'accord? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter, les notes d'analyse gratos et également ici les formations thématiques qu'on propose en date d'aujourd'hui sur les bancaires, sur les rates et comment lire les rapports financiers. Quelles sont les questions à poser quand on lit un rapport financier? Vous avez tout ça en description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur les prochaines. Et n'oubliez pas que je me réserve toujours le droit de me tromper. D'accord? Vous avez des arguments qui vont dans un autre sens ici. Je vous écoute en commentaire. Merci.